Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau format de podcast à vos marques signé TBWA Corporate avec la participation de l'agence de son Les Prod, agence de son située à Lyon. Le concept est simple, on partage des témoignages de ceux qui construisent les marques, ceux qui les reconstruisent et ceux qui les font évoluer. Je suis Adrien Barlet, directeur des stratégies de marque chez TBWA Corporate à Lyon et j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Morossir, directeur général adjoint en charge du marketing et de la marque chez LDLC Asvel. L'Asvel, on ne le présente plus au niveau national, c'est le club le plus titré de France, plus grand nombre de finales nationales à son actif. Sur la scène européenne, c'est un club qui s'installe progressivement et durablement, notamment avec une participation à l'Euroleague depuis la saison 2019-2020, mais son statut reste en devenir. Dans cette quête européenne, les résultats sportifs sont évidemment essentiels, mais pour la renommée de la marque et pour augmenter son influence, évidemment, le travail d'activation, de stratégie d'activation des marques est également essentiel et c'est exactement ce dont nous allons parler avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Adrien. La marque LDLC Asvel, on sait, comme toutes les marques, se base sur un ADN, un héritage. Comment aujourd'hui vous arrivez à valoriser cet héritage, à valoriser cette culture pour faire rayonner la marque ? Je dirais tout d'abord, pour moi, la base d'une marque, c'est son histoire et son projet. Ce sont les fondamentaux et ces fondamentaux doivent s'inscrire autour de valeurs fondatrices. Donc on ne déroge pas de nos valeurs et derrière, faut savoir d'où on vient, où on est, où on va. C'est le b.a.-ba d'une marque. On a 75 ans, comme tu le dis. Donc forcément, on a un héritage important. Aujourd'hui, on a un cap stratégique jusqu'en 2030. Donc ce cap stratégique, il repose sur 3 piliers majeurs, que sont le pilier sportif, bien évidemment, le pilier structurel et économique, et enfin le pilier social et sociétal. Et donc au travers de ces 3 piliers, on va manager la marque, on va essayer de la faire évoluer, elle va elle-même aussi accompagner ces 3 piliers. Cette année, cette saison écoulée et la saison prochaine, on est parti avec notre direction artistique qui chez nous est mise en œuvre par une agence intégrée qui s'appelle Infinity Nine Media. Et on est parti donc sur une direction artistique premium, avec je dirais une identité graphique moderne, premium et élégante. Aussi une French touch, c'est important pour nous. On se distingue par là aussi de nombre d'acteurs français et européens qui sont plus sur le street basket ou le street art. Non pas qu'on n'aime pas ça, ou bien au contraire, mais nous ça a été un positionnement différent et en tout cas c'est le nôtre et on est fiers de l'activer depuis déjà quelques années. Voilà. Dans la grande histoire de l'Asvel, il y a plein de petites histoires. On sait que la marque l'Asvel, comme beaucoup de marques, se construit aussi sur le storytelling. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont tu structures ce storytelling ? On a de la matière, on a de la chance, on a une histoire et de l'actualité en permanence. Un club, c'est en orbite permanente. Donc les storytelling, tout d'abord, on a nos joueurs, notamment français, qui ont une aura internationale. Je pense notamment à Nando De Colo, pour n'en citer qu'un. Donc forcément, on va essayer autour de ces joueurs-là, de les valoriser et donc de valoriser les clubs. On a aussi la formation, puisque la Tony Parker Adequate Academy, qui est maintenant une filiale de LDLC Asvel, sort quelques pépites. Là, on a un joueur qui a 17 ans et qui va intégrer l'année prochaine en tant que joueur pro le club. Donc ça, c'est aussi un item qu'on souhaite valoriser. On a également l'histoire. Je reviens sur l'histoire, puisque cette année, on a eu 2 faits marquants. On a eu les 75 ans du club. On a fait un événement autour de cet anniversaire, bien évidemment, pendant un match. Et puis, on a aussi eu les 25 ans de l'Euroleague, qui est la compétition européenne que nous jouons. Et on a souhaité, à l'occasion de cette semaine-là, nous jouions 2 matchs d'Euroleague. Et on a souhaité d'abord jouer en vert pour revenir aux couleurs historiques du club. C'est un clin d'œil plutôt sympa. Et puis, nous avons fait revenir une grande partie de l'équipe qui, en 97, avait réussi l'exploit d'aller au Final Four. Donc à Rome, face au Panathinaikos. Donc Final Four, c'est les 4 premiers de la compétition européenne. C'est un exploit historique. On les a fait revenir, et notamment la Big Star, qui est Dylan Herod, que beaucoup connaissent. Et il y a beaucoup d'émotions de le refaire venir ici. Il n'était jamais revenu sur Villeurbanne ni sur Lyon depuis ces années-là. Il est revenu avec ses coéquipiers également.
Et donc il y a beaucoup d'émotions pour les gens qui l'ont vu jouer, mais aussi pour les plus jeunes qui le connaissaient que de nom ou que de loin. Et c'est une façon aussi de transmettre, je dirais, de transmettre le patrimoine de ce club-là à tout le monde. D'héritage, on a compris, et puis ça faisait aussi partie de nos échanges, cet ADN, cette volonté d'être sans cesse en transmission. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui vous soyez entre guillemets en conquête de nouvelles communautés. Dans nos échanges, tu me parlais de différentes communautés que vous essayez d'adresser, qui sont pas forcément exclusives les unes des autres, mais que vous essayez chacune d'animer en fonction de leurs attentes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie communautaire d'un club de basket, mais de la marque LDLC Lasvel? Bien sûr, pour nous c'est clé parce qu'on n'a pas les moyens des grands acteurs du football par exemple en Europe. On a quelques zéros de moins et pour autant il faut qu'on avance et qu'on anime ces communautés, qu'on les fédère. Donc le premier levier c'est évidemment les réseaux sociaux. Donc la partie digitale qui est cœur du réacteur, je dirais, de l'animation de nos communautés, puisqu'on a près de 300 000 followers, ce qui est significatif et important sur la place du basket français et européen. Autour de cette communauté, on fait aussi des relations presse. Donc des relations presse qui sont à la fois évidemment régionales, puisque tous les médias régionaux nous suivent, nationaux, qu'on a des annonces importantes, soit l'équipe ou les échos, selon la nature du message. Parfois aussi européens, puisque on est sur la scène des médias européens, vu que nous sommes un acteur européen également. On fait des relations presse par rapport à ça. On essaye de cultiver des relations privilégiées avec tous ces médias. On crée beaucoup de contenu également, que ce soit inside, que ce soit sur les jours de match. C'est important pour nous, ça nous permet d'alimenter nos médias propres, nos médias à nous, et puis aussi de prêcher la bonne parole de LDLC Lasvel à l'extérieur auprès d'autres médias. Et puis enfin, on a aussi d'autres communautés, à commencer par les licenciés de notre club, les licenciés de basket de la région, les clubs de la région, les supporters, le COP, nos abonnés, nos partenaires. Tout ça, c'est une somme de communautés à qui on souhaite vraiment avoir des liens privilégiés, des liens permanents, et à qui on n'adresse pas forcément les mêmes messages, puisque parfois les intérêts ne sont pas les mêmes. Donc il est important d'avoir des messages adaptés à chaque communauté et de les fédérer autant que faire se peut. Des événements comme les 75 ans, comme je disais, ou les 25 ans de l'Euroleague, comme je le citais précédemment, ont été de belles occasions pour fédérer toutes nos communautés, pour le coup. Qui sont très diversifiées. Exactement, qui sont très diversifiées, exactement. Voilà. Et c'est l'ensemble de ces communautés qui fait la richesse du club et qui va faire qu'on est... On est suivi, on est aimé. Parfois, on n'est pas aimé aussi, hein, mais il y a que l'indifférence qui est le pire, comme on dit. Donc voilà, pour nous, c'est un élément clé de notre stratégie, effectivement. Dans nos échanges, encore une fois, j'ai retenu cette phrase, notre business, c'est pas le sport, c'est l'entertainment. Je crois que sur cette vision, qui est une vision qui est évidemment très diffusée, notamment aux États-Unis, mais je pense que Lasvel a été un des pionniers de cette vision. Pareil, est-ce que tu peux approfondir un peu ce point, et notamment cette phrase, notre sport, c'est pas notre business, pardon, c'est pas le sport, c'est l'entertainment. Tout à fait, alors ça j'en suis l'intime convaincu, et c'est une réalité de notre business. Il y a un mot d'ailleurs qui rassemble tout cela, c'est le sportainment, qui est apparu il y a quelques années, qui rassemble donc le sport et l'entertainment. Effectivement, aujourd'hui, notre marché, c'est qu'est-ce qu'on fait ce week-end, qu'on soit, je dirais, en famille ou en entreprise, où j'invite mes clients, où j'invite ma famille, comment je me divertis. Et Lasvel fait partie de ces faisceaux, je dirais, de divertissement. Donc nos concurrents peuvent être aussi bien le voyage, le ski, c'est un match de télévision très important aussi. Donc il faut qu'on soit conscient de ça. Pour nous pouvoir mettre en œuvre des actions sur ce marché de l'entertainment, du divertissement. Et la première des actions, c'est déjà de prouver ce qu'on est, d'en faire la preuve. Et la preuve, c'est la chance sur tous les matchs, on a la chance d'avoir un programme orchestré, je dirais, au millimètre, justement sur ce type d'animation, où quand les gens sortent d'un match de basket, eh bien, ils ont vu avant tout un spectacle, ils ont vu un show. Et ça, c'est très important, parce que ça nous permet de fédérer des familles d'abord. On a 45 à 50% de femmes dans la salle, donc c'est important aussi
Les enfants viennent facilement. Et quand on ressort, qu'on soit passionné de basket ou pas, on a vu un grand spectacle, on a vu du spectacle. Et ça, c'est vraiment l'ADN, je dirais, du basket en général et de l'Asvel en particulier, parce qu'effectivement, on a été l'un des premiers clubs en France et en Europe à copier modestement ce qui se fait en NBA. Hein. On n'a rien inventé, on va dire, puisque la particularité du basket fait qu'on a des temps de jeu. On a des pauses, et donc dans ces pauses, eh bien, les Américains les ont utilisées, je dirais, pour divertir les gens. Et donc, c'est ce qu'on a fait progressivement. Aujourd'hui, on est sur des standards. On n'a rien, je dirais, on ne rougit pas, je dirais, quand on se regarde très factuellement par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. On est vraiment sur les standards élevés d'entertainment et de divertissement. On a des kiss cams, des dance cams, des mascottes, des écrans géants, des danseurs, des danseuses, une interaction avec le public, des jeux de plus en plus digital, où on peut interagir depuis son smartphone pendant le match. Et donc tout ça fait que c'est vraiment orchestré de manière très professionnelle, et ça fait partie vraiment intégrante de notre ADN et aussi de notre force, je dirais, pour conclure sur ce point-là. Ensuite, c'est vrai que l'entertainment aujourd'hui se décline également au niveau des hospitalités. On essaye aussi dans les salons VIP de faire vivre des moments aussi festifs, conviviaux auprès de nos partenaires. Ça fait partie de la diversité des communautés dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Voilà, on essaie de décliner tout cela au niveau de toutes nos populations. On a parlé évidemment d'inclusivité, forcément, hein, quand tu parles de faire venir des femmes, des familles, des gens qui ne sont pas forcément des fans de basket dans ce rôle d'évangélisation. C'est également une des valeurs fortes de l'Asvel, d'avoir des engagements, d'avoir une vision sociétale, d'être une marque qui est aussi ancrée dans la société. Je crois que vous avez pas mal d'engagements que vous essayez de concrétiser. Comment la marque, le côté corporate de l'Asvel, comment cet aspect de la marque concrétise finalement les engagements et les rend visibles? Alors, tu parles de marque, on est allé plus loin sur cet aspect-là, puisqu'on a quand même créé une marque qui s'appelle Asvel Citoyen, qui rassemble tous nos programmes RSE, on va dire. Et c'est vrai qu'un club, évidemment, est un acteur global, je dirais, d'un territoire, mais naturellement, n'a pas qu'un rôle de gagner des matchs, d'être compétitif. On se doit aussi d'être compétitif, entre guillemets, sur des sujets, on va dire, un peu plus nobles, et qui nous paraissent naturels. Hein. Nous, on le fait depuis près de 20 ans maintenant. On le fait savoir peut-être depuis 10 ans. Mais je dirais on a préféré faire et ensuite faire savoir que l'inverse. Et on l'a fait bien avant que ce soit, je dirais, un courant un petit peu à la mode, si je puis dire, de toutes les entreprises maintenant où les clubs ils vont de leurs actions, je dirais, sociales et sociétales. Nous, c'est vraiment ancré dans le patrimoine du club, c'est ancré dans nos valeurs et dans notre ADN. Et donc, on mène des actions régulières, toutes les semaines, quasiment, qui favorisent l'inclusion et la diversité. Donc on a ce premier item. Sur cet aspect-là, on est associé via l'Euroleague à un programme qui s'appelle One Team. Sur ce programme, on développe le basket adapté, donc le sport adapté, mais au travers du basket, quasi toutes les semaines, avec des entraînements spécifiques, qui sont faits d'ailleurs à la Tony Parker Adequate Academy, directement. C'est quelque chose dont on est fier, et on essaie de mettre à l'honneur ces jeunes, évidemment, à l'occasion de matchs professionnels, pour qu'ils puissent être aussi dans la cour des grands régulièrement. Ça, c'est important pour nous. Ensuite, sur l'inclusion sociale, on est aussi sur beaucoup d'opérations dans les hôpitaux avec nos joueurs, ou sans les joueurs parfois aussi. Mais le club s'investit beaucoup sur ces sujets-là. Et on a monté par exemple quelque chose d'assez unique depuis cette année, donc ça fait 1 an, grâce au soutien d'un mécène qui s'appelle Cyril Group, qui est quelqu'un d'important chez nous. On a monté la VR Experience, et donc qui permet à un jeune, alors on prend malheureusement des jeunes très malades et qui ne peuvent pas se déplacer dans l'arène, on va dire, et on met une caméra à côté du banc des joueurs, et ça permet aux jeunes de vivre en direct le match. Il est accompagné par quelqu'un de chez nous à l'hôpital aussi, pour qu'ils puissent avoir des explications, qu'ils soient à l'aise aussi avec l'outil, parce que ce sont des lunettes virtuelles, évidemment. C'est une technologie qui n'est pas simple,
pas tant la lunette, mais c'est surtout la transmission de données entre l'hôpital et l'Arena. Ce sont des choses qui sont très compliquées à mettre en place. On a travaillé 2 ans dessus avec notre agence Infinity Nine Media pour mettre cela en place. On en est très fiers. Et donc, c'est une illustration de concrétisation qui font que le club se sent utile aussi dans ces moments-là, vraiment. Sur le fond. Ouais, c'est du concret. Et voilà, c'est du concret et c'est pas que de la tendance marketing qu'on met à toutes les sauces, pas du tout. On a vraiment un fond dans le club sur ces sujets-là et on souhaite aller encore plus loin dans les années à venir. On a parlé de l'aspect sportif évidemment de l'Asvel, de l'aspect événementiel, de l'aspect sociétal également, de la partie entre guillemets RSE, même si on a bien compris que ça fait partie de l'ADN et de l'héritage entier de l'Asvel. Mais l'Asvel, c'est aussi un acteur économique qui est vraiment ancré dans le local. Et tu parlais tout à l'heure de vos actions et de toute cette communauté en B2B pour valoriser le tissu économique local à travers les loges et à travers toute l'animation à ce niveau-là. Comment aujourd'hui l'Asvel va favoriser cet ancrage territorial, notamment au niveau du tissu économique ? C'est un élément clé parce que déjà, c'est la première ligne de recette dans un club, entreprise. Vu que nous, les droits télé sont encore très faibles dans le basket, je dirais la ligne entreprise est la plus importante. C'est aussi une communauté très importante de dirigeants et aussi de salariés. Parce qu'en cumulé, c'est des centaines de milliers de salariés finalement qu'on fédère indirectement par la voix de leur PDG. Et donc, nous, c'est un élément clé. Et je dirais qu'on est à la fois structuré comme dans notre ancrage sportif. C'est-à-dire qu'on est à la fois régional, national et européen. Donc, on a quelques gros annonceurs européens comme Adidas ou Tissot, par exemple, pour n'en citer que 2. Et on a beaucoup de grands partenaires, on va dire, dont le siège est basé en région, mais par contre qui ont eux-mêmes dans leur business une dimension nationale et internationale. Donc c'est intéressant parce que finalement on se retrouve sur cette structuration-là avec eux. Ce qui nous permet aussi, l'avantage qu'on a, c'est qu'avec des grands patrons de TI, je dirais, on parle aux décideurs et aux propriétaires d'entreprises. Donc quand on veut construire des histoires et quand on veut construire un vrai partenariat, ça permet d'avoir le temps. Et puis de parler toujours à la même personne, parler à celui ou celle qui décide. Donc ça, c'est assez intéressant. On s'attache beaucoup aussi à la relation humaine entre ces chefs d'entreprise et nous, qui se construit dans le temps, c'est très important. Ensuite, sur le marché effectivement du sponsoring et de l'hospitalité en général, il y a une tendance qui est intéressante, c'est la tendance de la marque employeur. Puisque le sponsoring est dédié en temps habituel, si je puis dire, à la visibilité, la notoriété, au business, qu'il soit B2C ou B2B. Et là, depuis 3-4 ans, c'est assez récent, je dirais, c'est post-Covid. Je discute avec des annonceurs qui, de plus en plus, viennent se rapprocher de l'Asvel pour valoriser la marque employeur. Pour dire, en gros, si je suis partenaire de l'Asvel, ça va me permettre d'afficher une image dynamique, une image sportive, une image différente, avec des valeurs. Je vais pouvoir m'inscrire aussi dans des actions sociales et sociétales, comme je le précisais précédemment. Et tout ça va faire que le storytelling entre l'annonceur et nous va raconter une belle histoire et va permettre à l'annonceur de doper son côté sexy vis-à-vis du marché de l'emploi. De fidéliser d'abord ses collaborateurs parce qu'il crée une dynamique, il insuffle une dynamique hyper intéressante. Et puis surtout, de dire tiens, c'est quoi cette boîte, je la connaissais pas, elle est sponsor de l'Asvel, ça va être intéressant, ils font des choses vachement bien, etc. Donc en gros, et ça c'est un phénomène très intéressant. C'est une grosse tendance qu'on voit, même nous chez TB Corporate, c'est qu'effectivement l'enjeu de l'attractivité pour les candidats, pour les salariés, la fidélisation. Je pense également à l'adaptation des entreprises à des nouvelles générations de salariés, etc. Ça compte énormément. Exactement. Et aujourd'hui, le collaborateur est aussi important que le client, voire plus, dans certaines activités. Et donc, je vais même plus loin, c'est qu'au-delà du sponsoring, ça se traduit aussi au niveau des hospitalités. Les hospitalités, les loges, etc. sont réservées quand même en général aux clients. On invite des clients. Et bien là, j'ai quand même une partie croissante de mes partenaires qui aujourd'hui invitent leurs collaborateurs en place VIP. Et finalement, au début, ça disait, c'est étonnant. J'étais étonné réellement.
Et en fait, déjà, c'est complètement cohérent avec la politique de sponsoring que peuvent avoir certains sur la marque employeur. C'est cohérent avec les problématiques des entreprises sur ces sujets-là. Et puis finalement, à l'échelle d'une entreprise, d'avoir 6, 8, 10 places VIP à l'année qu'on partage inter-services, où la comptable va rencontrer le commercial, va rencontrer la finance ou l'informatique. Ça permet aussi de créer des liens. Ça permet aussi d'avoir un outil de valorisation et un sentiment d'appartenance à l'entreprise qui est très fort. Parce que tout le monde n'a pas accès à ce niveau de prestation. Il y a des gens qui ne vivront jamais ce type de prestation. Donc ça marque au plus profond finalement les collaborateurs. Et finalement, ça paraît cohérent et intéressant. En tout cas, c'est une vraie nouveauté dans les hospitalités. Il me semble que tu n'as pas abordé toute la partie infrastructure, qui est aussi un énorme axe de développement casual. Je dirais infrastructure, déjà, dans le sport business aujourd'hui, c'est le cœur du réacteur, c'est le driver. Aujourd'hui, les grandes organisations sportives sont portées par les infrastructures. Ce sont les grands stades, les grandes arènes qui font les grands clubs ou les grands actifs sportifs. Donc ça, c'est vraiment le driver du sport business aujourd'hui. Nous, on a la chance d'avoir deux infrastructures, si je puis dire, puisqu'on joue à la fois à l'Astrobal, qui est notre salle historique, donc à Villeurbanne, un peu moins de 5000 places. Et on joue également à la LDLC Arena, qui est une salle toute neuve, complètement neuve, qui fait près de 12 000 places en format basket, qui est basée du côté de Dessines. Et donc on a de la chance. Pourquoi on a de la chance? Parce qu'en finalement d'avoir deux infrastructures, d'avoir deux sites, permet de faire vivre deux expériences différentes. Des expériences différentes et complémentaires à nos publics. Et donc c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse. On n'a pas fait exprès tout à fait au début, parce que l'Euroleague, qui est donc la plus haute compétition européenne que nous avons la chance de jouer, puisque l'Euroleague aujourd'hui, il y a 13 clubs permanents, dont l'Asvel. Et ensuite, il y a des clubs invités, dont Monaco, Paris, par exemple, aujourd'hui. Peut-être demain, il devrait intégrer, j'imagine, demain aussi l'Euroleague. Mais il y a des vrais enjeux au niveau du basket européen. La NBA, comme vous avez pu le lire, pointe aussi le bout de son nez et un peu plus. Mais on en saura plus dans les prochains mois sur cet épilogue. Est-ce que tu peux nous détailler justement cet épilogue ? Franchement, non, parce que c'est pas de la langue de bois, mais j'ai pas d'informations particulières. Si on en a, ça se joue beaucoup plus au niveau de Tony Parker ou Gaëtan Muller, nos présidents d'une part, mais d'autre part, c'est un peu prématuré. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le basket européen intéresse le marché mondial de l'entertainment et du sport en particulier. L'Euroleague étant le deuxième championnat au monde après la NBA aujourd'hui, donc on a déjà la chance d'être dans cette cour-là. Après, est-ce qu'il y aura des rapprochements entre la NBA et l'Euroleague? Ça, j'en ai aucune idée. Mais en tous les cas, ce qu'on sait, c'est que ça fait frémir le basket mondial. Et donc ça, c'est intéressant. C'est qu'il y a une vraie appétence pour le basket. TF1 a pris récemment les droits des prochaines compétitions européennes dans le basket. On sait que les médias commencent à vraiment s'y intéresser fortement. Et donc ça, ce sont des signaux très, très importants pour nous et très positifs, on va dire. Et il est clair qu'aujourd'hui, les infrastructures sont clés. Et donc, je reviens à l'Euroleague. Le cahier des charges de l'Euroleague, c'est il vous faut une salle de 10 000 places. C'est pour ça que nous jouons une grosse majorité de nos matchs d'Euroleague à la LDLC Arena. Quand il n'y a pas de concert, parce qu'ils ont aussi leurs prérogatives et leurs priorités, bien évidemment. Mais on travaille main dans la main donc, avec la LDLC Arena sous un format de coproduction. Et puis à l'Astrobal, on est main dans la main avec la mairie de Villeurbanne, puisque c'est l'outil de la mairie de Villeurbanne, avec lesquels on a aussi des projets de modernisation de ce site-là, de manière à rester toujours au standard. Donc il faut toujours investir dans les sites pour rester au standard des prestations qui sont celles du sport aujourd'hui en France, en Europe. Tout à l'heure, tu parlais d'une différence d'expérience en termes entre l'Astrobal et la LDLC Arena. Est-ce que tu peux nous détailler un peu cette différence ? C'est une différence déjà de site. Il y a un site quasi urbain et un site plus éloigné. Donc c'est déjà un premier filtre. Après, les deux sites sont très accessibles en transport en commun ou en voiture, il n'y a pas de souci. Je dirais à l'Astrobal, il y a un côté chaudron, un côté un peu historique, un côté on est plus proche du parquet. Immersif. Voilà, immersif. Et puis on a de beaux salons VIP aussi
qui sont de très bonne facture. Et l'Arena, il y a le côté grandiose de l'Arena parce qu'on est déjà sur une salle ultra moderne, ultra neuve, à la pointe. Et puis, on est sur près de 12 000 places. Voilà, donc je dirais que le côté un peu cocooning chaudron et de l'autre côté, le côté grandiose, fait que on vient chercher du plus et du moins des deux côtés. D'ailleurs, quand je sonde les différentes populations tout au long de la saison, on s'aperçoit qu'il y a un 50-50. Voilà. Donc tout le monde aime bien les deux, mais il y en a autant qui optent plus pour l'Astrobal que l'Arena. C'est une vraie complémentarité. Oui, exactement. Et donc c'est une vraie richesse. Et franchement, on a une grande chance de pouvoir jouer sur ces deux sites, vraiment. Merci Stéphane d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour cette première édition de À vos marques, ce podcast. C'était vraiment super. On ne manquera pas de te réinviter. Grand plaisir. Je suis très fier d'avoir été le premier, à jamais les premiers. Et puis, et en tous les cas, je suis très heureux aussi de pouvoir effectivement parler d'LDLC Asvel. C'est une marque formidable, un club formidable. Et donc à très bientôt. À bientôt.